Vous avez joint Olivier Berthiaume. Salut tout le monde, vous écoutez En attendant l'appel, le podcast où on parle avec des acteurs de leur début de carrière. Cette semaine, on reçoit Olivier Berthiaume, metteur en scène, professeur et comédien qui aime beaucoup le théâtre musical et les lots coudre. Bon épisode! Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Notre dernier épisode, pas en direct. Oui. La semaine prochaine, attends, là, ça commence à être compliqué. Non, Dans 2 semaines, on est en direct à la radio à CIBL le 14 novembre à 13h30. On fait 1 heure de 13h30 à 14h30. Ouais. Ça va, JL? Ah ouais, ça va être vraiment le fun. Je suis excité, tu sais, Ouais, la voix du direct. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Olivier Berthiaume. Comment tu vas? Hello, ça va? Ça va super bien. J'ai adoré ta petite voix au début. Ah ouais, hein? C'était super grave et sensuel. Ouais. Fait que t'es metteur en scène, professeur, Oui, comédien. aussi. Est-ce que t'as d'autres qualificatifs? Ben, certain qu'on peut pas dire à haute voix, D'accord. mais oui, sûrement. Mais j'adapte aussi des textes. Je traduis Oui, aussi. oui, c'est vrai. Beaucoup, Ouais. fait que je fais ça également. Ouais. C'est quoi le dernier texte que t'as adapté? Ben, professionnellement, Rock of Ages, qui a joué... Qui Justement. a tourné à Montréal et à Québec. Ouais, ou ben, Trois-Rivières aussi. Ouais. Un Trois-Rivières petit aussi, peu. je Ouais. savais même pas. My God. Ouais, fait que, mettons, dans la grosse production, il y aurait ça. Sinon, je suis toujours en train de traduire des scènes pour les besoins, justement, de l'enseignement. de l'enseignement, pour varier le matériel que j'ai aussi. Là. Ouais. Toi, mettons, Olivier, la passion pour le théâtre, ça a commencé quand? À quel âge? Instinctivement, j'aurais envie de dire que, comme la plupart des gens, ben moi, je le savais avant de savoir marcher. Je peux pas te dire que je le savais, c'était juste instinctif. Ouais. Si je retourne dans mon petit cerveau puis que je me décortique, me dissèque moi-même, j'ai quand même de bons souvenirs. J'aurais été probablement un enfant médicamenté pour hyperactivité. OK. Tout ça quand j'étais jeune, mais c'était pas tant courant nécessairement. Puis je pense que j'avais des professeurs qui ont bien compris comment canaliser mon énergie en m'utilisant pour des petites animations dès la première année au primaire. Ouais. Fait que j'ai vraiment souvenir de ça. J'ai continué tranquillement. Je pense que j'aimais ça, être devant des gens. On a tout un petit côté exhibitionniste quand on fait ce métier-là, je crois, en quelque part. Ouais. Donc, secondaire par la suite, mais de penser à en faire un métier, c'est quand même arrivé tard parce que moi, dans mon parcours de vie, dans mes débuts professionnels, je dirais, ça m'est tombé dessus sans que je le sache. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Ah ouais, OK, ça, c'est un beau parcours. Allons-y. Ouais. Ben, je crois que j'ai 18 ans. Donc, j'ai terminé le secondaire. J'ai déjà entamé au cégep, un premier cégep. J'étudie en langue et traduction. Donc, ça m'a quand même servi plus tard. Mm-hmm. Je planifie un voyage en Europe de 8 mois en vélo. Et au jour où j'allais acheter mon billet d'avion, j'ai un appel, un téléphone d'un producteur de théâtre qui vient de la Beauce. Je viens de la Beauce, donc petit lien ici, qui me dit « On voudrait te rencontrer pour te parler d'un projet. » Fait que moi, je suis juste bien ouvert. Ben oui, je peux demain, je vais me rendre. Demain, mais t'allais prendre l'avion. J'allais acheter mon billet d'avion cette journée-là. OK. Je prenais pas l'avion. Donc, tu sais, je fais OK, ben oui, là, bon, finalement, je fais, c'est pas une urgence d'acheter un billet d'avion. J'appelle mon ami, on peut-tu reporter ça? Oui, parfait. Donc, je me rends à la dite rencontre et là, je vois justement le dit producteur que je connais parce que j'ai été à l'école secondaire avec sa fille et un metteur en scène de la Beauce, on s'entend qu'il n'y en a pas des millions. Ouais. Et je m'assois, puis la première chose qu'on me demande, c'est « Es-tu drôle, toi? » Ah, ben voyons. Parce qu'on a besoin d'un gars drôle dans un projet. Et tout a débuté là. Et ce dit projet se passait à l'île aux Coudres. Oh! Et fait que moi, j'ai embarqué. J'arrive à un moment donné, on me donne une date, un lieu. Je comprends pas trop. Je pense que je suis un peu trop naïf. Je me rends là. Finalement, l'ami part tout seul
faire le tour de l'Europe en vélo. OK. Ce projet s'est réalisé sans moi OK. parce que j'ai embarqué dans des répétitions de théâtre. Toi, tu passes l'été à l'île aux coudres? Pour la première fois de ma vie. Ouais. Donc, c'était l'été 2000. Oh! Et moi, j'ai rien compris de ce qui se passait. J'avais juste du plaisir avec une gang. On était 6. Et 2 semaines avant la première représentation, j'ai appris que j'allais être rémunéré pour ce projet-là. Voyons. Moi, j'étais juste naïf. On me dit, le propriétaire de l'hôtel cherche des employés aussi. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, ben oui, moi, je sais pas quoi faire de mon été. Ça va être ça. Et tout a déboulé. Ça a débuté là. Ouais. Fait que. Ça faisait combien de temps que... C'est-tu encore la même troupe aujourd'hui? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. J'ai été avec cette troupe-là qui, eux, en fait, ont commencé en 97-98. Et à l'été 2000, leur petit comédien comique, ils avaient, lui, rentré au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Ce qui fait qu'ils cherchaient à recruter quelqu'un d'autre. Puis comme l'habilleuse, la costumière habilleuse sur le projet était la bibliothécaire de mon école secondaire. Elle fait « Ah, le petit Bertillon, il me semble que j'ai déjà vu jouer, il était drôle, rencontrez-le. » Fait que c'est de même que ça a débuté pour moi. Cette troupe-là, j'ai été là 2000, 2001, 2002, 2003 avec eux. Ils ont quitté la place et moi, j'ai pris le relais. Donc, depuis 2004, c'est moi qui est là, qui produit avec des collègues là-bas, qui met en scène, qui traduit. Donc, ça va être mon 20e été que je produis et mets en scène là-bas. Tu as formé ta propre troupe quand eux, ils ont arrêté. Ça, c'est un autre sujet. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'automne 2005, il y a une école quand même primaire et secondaire sur l'île aux Coudres. Et le metteur en scène, Dan Godette, justement, Daniel Godette, qui montait les spectacles parascolaires à chaque année là-bas, est tombé malade du cancer, donc traitement de chimio et tout, il n'a pas pu reprendre le relais cet automne-là. Et la commission scolaire, indirectement me connaissant, m'ont approché, Noël-Ange Harvey, pour bien la nommer, si j'étais intéressé à monter un projet parascolaire à partir de janvier, ce que j'ai fait pour 2 soirs seulement, Grease. Ça a joué 5 étés. Pour 2 soirs. Wow. C'était 2 soirs et ça a fait 5 étés, plus de 25 000 spectateurs. Ben, wow. Voyons. Ouais. Fait que ça a été les débuts de la compagnie de production Euphorie à l'île aux Coudres. Là. Fait que c'était pour l'école, puis après ça, c'est comme devenu plus une production à chaque été? Ouais. De 2 soirs seulement en mi-juin, une supplémentaire le dimanche après-midi et beaucoup de demandes des familles et amis de faire nos familles viennent en vacances cet été, il faut qu'on voit ça. Wow. Est-ce qu'on peut le reprogrammer? Le propriétaire de l'hôtel où on jouait nous laisse sa salle 2-3 soirs semaine en alternance avec une autre production. On s'installe, change des décors à chaque semaine parce qu'il faut laisser la place à l'autre production. Mais c'est la folie, là. On refuse du 50 personnes par soir, une salle de 200 places. Et ça a levé comme ça. Ils étaient 18 sur scène quand même au début. Puis les années d'après, il y en a qui ont quitté. On a recruté différemment. Inscription à l'ACT, à l'Union des artistes, tout dans les normes, dans les règles. Fait que, c'est l'autre portion du projet qui fait que je passe encore mes étés à l'île aux Coudres. Oui. Ça va être mon 24e été. C'est génial. Puis quand ça a commencé, ça... tes expériences depuis que tu étais enfant, tu avais déjà fait du théâtre au secondaire, je suppose. Tu avais des expériences là, puis c'était professionnel déjà en 2000? Moi, à 18 ans. Moi, quand j'ai commencé la troupe de la Beauce, oui, ça l'était. Wow. C'est ça, c'était des contrats UDA. Je savais pas du tout ce que c'était. On me disait, là, on t'a enlevé des sous sur ta paye, mais c'est pour payer des permis de producteurs. Mais de toute façon, tu savais pas que tu avais une paye. C'est ça, c'est pour ça que j'étais très naïf. Ce qui fait que un des beaux combats des finissants des écoles de théâtre, qui est de cumuler ces fameux crédits-là, mais moi, quand je suis rentré à l'école, ça faisait des années que j'étais membre de l'Union des artistes. Déjà. Grâce à ça. Tu sais, de 18 à 23 ans, j'ai tourné au Québec avec des grosses revues musicales, ces projets-là, ce qui fait que j'ai toujours un peu repoussé mon envie de faire une école de théâtre professionnelle en me disant, j'en fais des contrats, j'ai du fun, je joue, je me suis rendu en Abitibi à 20 ans pour faire des représentations, des étés à passer entre Sherbrooke, Charlevoix, un même spectacle. Fait que c'est ça. Tu sais, quand je regarde avec le recul maintenant, je fais, j'en prendrais bien une petite tournée de théâtre présentement, mais je l'ai vécu.
Oui. Quand même, tu sais. Puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'ai besoin d'aller à une école de théâtre alors que tu as déjà une carrière? Ouais, c'est quand je suis retourné en introspection du petit jeune homme de 16 ans, 16-17 ans qui pleurait sa vie fin de 5e secondaire. D'ailleurs, je remercie Fabien Cloutier là-dessus qui m'a pris sous son bras et qui m'a dit « Viens, on va aller jaser ». Et j'ai broyé ma vie d'un bras. C'est lui qui m'a parlé des écoles de théâtre pour la première fois de ma vie, que ça pouvait être quelque chose de professionnel. Par la suite, j'ai donné pendant 4 ans la réplique à des amis qui faisaient les auditions pour un peu tâter le pouls. Mais comme je dis, je jouais, moi. J'avais des contrats. Ouais. Et puis, un automne, je rencontre une nouvelle amie dans ma vie que j'apporte avec moi tout l'été à l'île aux Coudres pour travailler. Et là, c'est l'automne. Nous, on ne retourne pas aux études. Je revois ce moment où, mi-octobre, on travaille tous les deux à l'hôtel. On se regarde. Elle avait déjà fait ses auditions 2 années de suite. Pas moi. Puis tout l'été, elle me disait, je ne les referai pas, c'est trop difficile, se faire refuser, ça. Je fais, ouais, OK. Et à ce moment-là, nos regards, c'était, on s'essaie, on les fait. On fait des auditions ensemble. Oh ouais. On s'essaye. Donc, Marjorie Audet, qui est devenue ma conjointe d'audition, on s'est décidé tard, fin octobre. On s'est trouvé un coach mi-novembre. Et en 1 mois intensif, on a monté nos scènes avec lui. Et après ça, ben, c'est ça. Je suis rentré. Pourquoi j'ai voulu faire ce bond-là dans une école professionnelle? Ben, la tournée, la troupe avec qui j'étais s'essoufflait tranquillement un peu. Le spectacle avait vécu sa belle vie. Donc, la plug était tirée, comme on dit. Mon désir de faire du théâtre, de pousser dans ça. J'avais déjà un double deck en langue et traduction et littérature. Okay. J'avais fait même ma demande d'inscription à l'université. Ah ouais? Wow. En même temps que je travaillais mes auditions, je m'en allais enseigner au primaire préscolaire. C'était ma demande d'université. En art dramatique? Ben, non, vraiment enseignant. Ah oui, primaire, c'est ouais. En primaire préscolaire, donc la maternelle à la 6e année. Okay. Ouais. Mais c'est parce que j'avais été moniteur de camp de jour, travailler avec les enfants, cette énergie-là, le jeu au travers de l'enseignement. Oui. Puis au jour où j'allais poster ma demande pour être accepté à l'université, j'ai reçu un premier retour de réponse d'une audition d'école de théâtre. Wow. Fait que j'ai mis aux poubelles la demande d'inscription à l'université. Est-ce que tu as fait les auditions dans toutes les écoles ou tu en as choisi quelques-unes? Oui, je vais dire oui. OK. Là, oui. Il y a eu un moment de réflexion. Prochaine question. Mais en fait, moi, tu sais, de ma fin de secondaire et de mon premier cégep que j'ai fait à Québec, comme je viens de la Beauce, au cégep Garneau, je faisais encore du théâtre parascolaire, là, à cet endroit-là. J'allais voir tous les spectacles du Conservatoire d'art dramatique de Québec et c'était mon objectif. Je voulais rentrer au Conservatoire de Québec. Je connaissais même pas les cégeps. Ironie, j'ai été accepté dans les 2 cégeps. Ouais. Et le processus, c'était différent à l'École nationale jadis. C'était pas par étapes. C'était une audition stage avec un nombre limité de candidats. J'ai su après coup que j'avais été coté stage, mais qu'on était 48 mon année, qui en prenait 36. Fait que j'ai pas fait cette étape-là. Et j'étais dans les 12 ou quelques qui n'ont pas été appelés pour le stage, mais ma conjointe d'audition, oui. Donc, elle a fait l'École nationale. Puis moi, je suis rentré à Sainte-Thérèse, qui est devenue mon alma mater. Là. Mais oui. Et donc, j'ai joint le plaisir d'enseigner au plaisir de mon métier en étant maintenant, depuis plus de 10 ans, enseignant à l'ETP du Collège Lionel Groulx. Puis, ça a été que tu as commencé à enseigner à Lionel Groulx, ça a pris combien de temps après que tu sois sorti de l'école? 4 ans. Ah ouais, quand même, ça a été rapidement. Ouais, mais quand j'étais finissant, je bombardais Ghislain Filion, qui était coordonnateur du programme à ce moment-là, en lui mentionnant que je voulais enseigner, que c'était fort, c'était en moi, puis que les moments où je pouvais être un mauvais étudiant et buter, tenir tête, des fois à certains de mes enseignants, que c'était parce que j'avais une vision forte en moi, puis j'arrivais pas à l'exprimer, je pense, à ce moment-là. Donc, je m'entêtais indirectement. Maintenant, je le comprends. Pourquoi j'étais comme ça à ce moment-là. Puis bon, j'ai gardé quand même une très grande ouverture comme interprète. J'ai compris que maintenant que je dirige, j'adore me faire diriger. Là.
Puis t'en vois maintenant des étudiants qui ont une vision forte puis qui questionnent ce que tu leur dis? Ben, après ça, je crois qu'au niveau de la pédagogie, de la mise en scène, de la direction d'acteurs, je pense que c'est trois médiums qui se complètent, mais qui peuvent être indépendants l'un de l'autre. Je crois qu'il y a d'excellents pédagogues qui sont pas nécessairement d'excellents interprètes, mais qui peuvent enseigner le métier d'interprète. D'excellents interprètes qui ne sont pas nécessairement de bons pédagogues, mais de qui on peut apprendre. Puis des metteurs en scène qui t'apportent autre chose, comme je considère qu'il y a des metteurs en scène et des directeurs d'acteurs, et certains qui font les deux. Puis je dénigre aucunement rien de tout ça. Chacun a ses forces puis apporte à l'autre dans ces rencontres humaines-là. Mais c'est souvent au Québec, quand on parle d'un metteur en scène ou d'un directeur d'acteur, c'est souvent la même chose. On fait pas vraiment la différence entre les deux. Non, exactement. T'sais, on parle d'un metteur en scène, on prend pour acquis qu'il va diriger des acteurs, mais il y en a qui ont l'œil pour faire de magnifiques tableaux. Mais qui vont aller engager des acteurs très autonomes. Il y a des directeurs d'acteurs qui font juste ça? Oui, ça dépend. Ben, il y en a qui aiment, oui, puis même moi, j'ai eu des enseignants comme ça. Je le vois aussi chez des collègues qui adorent diriger, qui adorent vulgariser, décortiquer, analyser une matière, un texte, un propos, et qui vont préférer laisser l'autonomie aux étudiants ou à l'interprète de sentir sa motivation de déplacement, de prendre la place sur scène et de créer sa propre mise en place. Même moi, quand je travaille en coaching ou justement avec des étudiants, je le martèle quand même assez tôt dans le processus de mise en place, de dire, moi, je me fais des sketchs dans ma tête sur papier, je sais où j'aimerais que ça aille physiquement, mais la meilleure personne pour le faire, c'est toi qui es devant moi qui va l'interpréter. Tu peux intégrer ma commande, mais tu peux aussi me proposer ton impulsion instinctive. Et je me place comme public, metteur en scène, directeur d'acteur. Ma façon de diriger, c'est de faire sortir le meilleur de la personne qui est devant moi. Ouais. Sélectionner ce que tu trouves le mieux dans ce qu'on te propose. Oui. Puis après ça, garder ça, s'assurer que tout ça va ensemble aussi d'une répétition à l'autre. Oui, puis ce qui fait que quelqu'un qui a une vision forte, qui peut être entêté, puis qu'on n'a pas nécessairement la même vision d'un personnage ou d'une situation, on va s'alimenter en travail. Et ça va mener la chose encore plus loin parce que je pense que dans mon parcours, ça m'a trop déçu d'être buté à des gens qui pouvaient me répéter la même note, la même phrase. Tout le temps. Et moi, je me disais, OK, je suis pas si nono, niaiseux que ça. On se rejoint pas là, dans nos perspectives. Je fais des efforts pour vrai. Mais si tu me redis bleu à chaque fois, je le comprends pas bleu. J'y arrive pas à te le donner, le bleu que tu veux. Amène-moi autre chose. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, en tant que prof, au niveau de la pédagogie, de me dire, l'étudiant qui est devant moi, c'est pas juste un nono, là. Oui, c'est ça. S'il comprend pas, ça fait partie un peu de mon travail aussi, d'arriver à ce qu'on se rejoigne, puis moi, de me renouveler, d'essayer. Puis ça m'amène à aller plus loin aussi dans mes réflexions. Si vous êtes deux à vous entre-challenger aussi, tant que c'est du challenge sain, c'est quelque chose qui amène le projet beaucoup plus loin que la vision d'une seule personne. Ben, ça y donne plus de spec, ça y donne plus d'ampleur. Fait que c'est ce que je trouve intéressant, si ça se fait dans le respect, en gardant quand même l'idéologie de bien. C'est moi qui dirige, c'est moi qui... Bon, là, on parle d'école et de pédagogie, ça se fait ensemble. Mais si on parle aux professionnels, c'est mon nom qui va être sur l'affiche comme metteur en scène. Fait que les critiques, ils vont pointer le nom sur l'affiche. S'ils n'aiment pas la mise en scène ou la direction d'acteur. Puis j'irai pas dire dans les journaux, mais c'est parce qu'on s'est pas entendu, là. Fait que je l'ai laissé faire. Fait que si vous avez pas aimé ça, c'est nuit. Fait que, puis ça paraît aussi, il y a des critiques qui ont l'œil pour ça aussi, là, mais les metteurs en scène qui s'entendent pas avec les acteurs ou avec les concepteurs, moi je trouve que dans un show, on peut le distinguer. Il y en a qui le camouflent bien, mais il y en a qui, je pense que c'est comme tout, là. C'est comme d'aller souper chez un couple d'amis. S'il y a de la bisbille dans le couple d'amis puis qu'ils essayent de le cacher, si t'es à l'écoute, tu vas faire OK, l'ambiance est un peu particulière, mais j'ai eu une belle soirée quand même. Je vais faire cette analogie-là. C'est quand même très intéressant. Mais j'aime ça que tu parles, tu sais, les différentes facettes d'enseigner, diriger des acteurs. Capable de parler tard. Mais ça diriger des acteurs, puis tout. Puis souvent, on oublie que
c'est deux êtres humains, puis il faut juste travailler ensemble aussi. Tu sais, oui, il y en a un qui dirige, mais des fois, il y a quelqu'un qui... Oui, il y a une hiérarchie, mais la personne, des fois, elle a besoin de réfléchir, là, le metteur en scène a besoin de réfléchir, puis si tu comprends pas, ça va juste le permettre à approfondir encore plus son idée, puis vers où il veut aller encore plus. Fait. Oui, puis ça sert à rien d'avoir de l'orgueil mal placé. Ouais. Tu sais, c'est drôle, j'avais cette discussion-là cet après-midi, justement, avec une collègue qui est dans une situation personnelle un peu plus difficile, donc très émotive, puis que ma collègue me dit ça va être difficile d'enseigner là, avec ce qui se passe dans ma vie. Je lui ai rappelé de faire nous, on leur demande d'être vulnérables devant nous pour les amener plus loin dans leur capacité théâtrale. Je pense que c'est beau s'ils voient un ou une enseignante devant eux qui s'ouvre puis qui est vulnérable quand même. Il ne faut pas se placer au-dessus d'eux. C'est ma perception, du moins, parce que je me dis, l'étudiant qui est devant moi, dans 10 ans, c'est peut-être lui ou elle qui va vouloir m'engager. Ouais. Fait que là, j'ai la relation d'autorité, veux pas, c'est moi qui note, qui décide, qui prend les décisions du cadre scolaire. Ça vient avec mon salaire, veux pas. Ouais. Mais il reste que au travers de tout ça, faut pas oublier qu'on est tous humains et c'est ce qu'on travaille dans ce métier-là et dans ces études-là. Oui, c'est ça, c'est un des rares métiers aussi où tu peux avoir la même job qu'une personne qui a 20 ans de moins que toi juste parce que le casting le demande. Fait que tu peux retrouver des gens que tu t'attendais pas à retrouver, puis avoir des relations de travail aussi que tu t'attendais pas à avoir entre, mettons, un prof puis un élève qui vont travailler ensemble un an après, mettons. Ah, puis des fois, on sait tellement pas où ça peut mener. Ouais. J'ai vécu de quoi, moi, le fin août, sur un plateau de tournage. J'ai engagé, pour un rôle, justement, dans cette série. Et première journée de tournage officiel, je m'assois sur la chaise de la coiffeur. Et, petit quiproquo, là, c'est retourné, est-ce qu'on coupe les cheveux, on les coupe pas, on est deux comédiens, on attend. Et là, le coiffeur en chef, le responsable, qui me dévisage, puis je suis assis à côté, puis il fait, mais Olivier Berthiaume, là, je viens de faire des liens. Fait, t'avais pas déjà coaché, toi, dans le temps, il y a 10 ans, une jeune fille pour entrer dans les écoles de théâtre qui s'appelle tel nom? Mais oui. Fait, ben, c'est ça, c'est moi qui lui donnais la réplique. Merci, grâce à toi, je suis rentré à l'UQAM. Là, je fais, mais là, puis là, maintenant, je suis coiffeur ces plateaux. Wow! Comme quoi. Il y a 10 ans. Ouais, on ne sait jamais. Ben oui. Je l'aurais jamais reconnu, là. Ouais. Il fait, non, inquiète-toi pas, là, j'ai pris 100 livres de plus. 100 livres, j'exagère, mais il fait, tu sais, j'ai changé, mais j'ai fait l'UQAM, j'ai fait d'autres parcours, j'ai exploré ailleurs. Fait que c'est ça. Quand on dit c'est un petit milieu, c'est vraiment. Vraiment, on ne sait jamais. Fait que là, t'es sorti de l'école, puis qu'est-ce que t'as fait dans les 4 premières années où tu travaillais pas à l'école? Beaucoup de choses. Merci à mon papa de m'avoir inculqué la besogne très jeune, de l'importance de travailler, de s'occuper. J'avais aussi, je pense, cet avantage-là. Moi, je suis rentré à l'école pour faire mon école de théâtre. J'avais déjà 23 ans. Je m'en allais sur mes 24 ans. Donc, j'avais une certaine maturité, une certaine expérience de la vie, puis une compréhension. Je savais très bien que ce dans quoi je m'en allais étudier avait aussi des particularités d'attendre l'appel. Donc, je me suis dit que j'allais pas faire ça, même si je produisais l'été, je mettais en scène. Quand je suis sorti de l'école, j'avais quand même un projet pendant l'été que j'avais en train de mettre sur pied. Mais sinon, pour avoir un revenu et me payer un peu plus de nourriture, j'ai été, d'emblée, j'ai été pendant 4 ans, tu parles des 4 années après ma sortie. Exactement les 4 années après ma sortie, j'ai été gérant de salle au Théâtre Denis-Pelletier. OK. Fait que j'ai fait ça. Puis 4 ans après, je suis rentré comme enseignant au Collège Lionel Groulx. C'est sûr qu'au travers de ça, j'ai eu des projets de théâtre, des autogérés. Ouais. On m'a appelé. J'ai été chanceux, là. À ma sortie de l'école, j'ai décroché 2 beaux, merveilleux contrats qui ont duré respectivement les 2 9 ans. Donc, un théâtre musical de Noël 1933, avec la cohorte de finissants en théâtre musical de la même année que moi en interprétation, qui m'ont contacté pour un petit projet de 8 représentations qui a duré 9 ans. Voyons donc. Et un étudiant, Marc-André Brunet, qui a gradué l'année avant moi, qui m'a appelé pour me dire « Ouais, je suis en train d'écrire une création, ça va être un peu comme La Roulotte à Montréal, mais pour la ville de Laval. »
un premier projet dans les parcs. J'ai pensé à toi, j'ai créé un rôle pour toi. Quand je t'ai vu faire ta création en Inter 3, il y a une petite inspiration. J'aimerais ça, ça te tente. Et ce projet-là, on l'a fait pendant 8 années, en fait, en salle, en extérieur, dans des parcs. Ça a vraiment été magique. Théâtre musical, théâtre pour enfants, je pense que ça me représente bien aussi. Là. Mm-hmm. Puis, est-ce que... Parce que là, maintenant, t'es metteur en scène surtout de théâtre musical. À chaque été, au collège, c'est un théâtre musical. Ma compagnie de production dans Charlevoix, c'est le mandat de faire du théâtre musical. Puis au collège aussi, tu fais beaucoup le avec théâtre musical, mais t'as fait des mises en scène en interprétation aussi? Oui, mais pas au cégep. OK. Ouais. Donc, le théâtre musical, c'est-tu arrivé, c'était-tu là depuis le début ou c'est arrivé avec l'école puis avec les gens que tu as rencontrés là? Ben, non, c'est arrivé justement avec ma compagnie de production. En fait, dans Charlevoix, moi, quand on m'a recruté à 18 ans, c'était de la revue musicale qu'on faisait. Okay. Et il y avait besoin d'un petit comédien clownesque, qui était moi, et de la comédie musicale. Fait que c'est artistiquement, professionnellement, c'est surtout là que ça s'est placé. Ce qui fait que j'ai toujours admiré le talent des chanteurs et danseurs, qui est un art que je maîtrisais moins, évidemment, que je maîtrise encore moins, évidemment. Même, tu vois, à 18 ans, j'ai rencontré Véronique Claveau, qui était dans le même projet que moi, donc ma grande amie depuis ce temps. Et même après coup, quand ces spectacles-là, je dis que j'avais joué au Capitole de Québec, etc., j'ai ces grosses tournées-là à 22 ans, mais je travaillais avec des danseurs qui, eux, travaillaient à la Fureur, à la télévision, puis qui faisaient les gros shows de TV avec Geneviève Dorion-Coupal aux chorégraphies. Fait que je m'entraînais, je m'étirais avec eux avant les shows. Fait que j'aimais ces interprètes-là. Est-ce que tu as pris des cours de chant, de danse depuis ta sortie de l'école? Il y en avait déjà à l'école en interprétation. Oui, mais avant de rentrer à l'école, moi, j'ai fait une session à l'école de danse de Ballet de Québec. Ah oui? Oui, justement, le metteur en scène là-bas, il me fait « T'es mou, va te dire, va prendre des cours de ballet. » Ce que j'ai fait. J'ai fait une formation de ballet 1 à l'École de danse de Québec avant d'entrer en interprétation, ce qui fait que, oui, José Beauséjour... T'es satisfait? Ben oui, je pense que oui. T'as eu José Beauséjour comme professeur? Oui, comme collègue maintenant que j'adore tout particulièrement. Mais ouais, fait que même en danse, en jazz, je pouvais me clencher des triples pirouettes. Ah oui? Wow. Bon, je les ai moins travaillées depuis, là. Fait que demandez-moi pas de vous en faire une à l'instant. Mais j'ai fait ça. En plus, en sortant d'école, j'ai été chez Dynamo Théâtre. Ah ouais? Donc, théâtre acrobatique. Je m'entraînais 3 matins semaine. Le théâtre physique, c'est ultra important pour moi, là. J'adore travailler le cœur physique. Même pour moi, il n'y a pas une année de mon enfance que j'ai pas eu un pied ou une main cassée de mes cascades. Et voilà. Est-ce que tu en fais encore? C'est-tu quelque chose qui se perd rapidement? J'ai encore une bonne souplesse. Je pense que ma génétique naturelle fait que ça y va, mais il faut quand même que je pense à m'étirer. Plus on vieillit aussi, c'est important d'entretenir son corps. Ouais. J'avoue que j'ai un emploi du temps quand même chargé. J'aime avoir l'objectif de travailler une chanson pour une audition, pour un projet. Je vais aller chercher des coachings. J'adore être dans ces environnements-là. J'appelle tout le temps la merveilleuse Frédérique Bédard pour me faire coacher vocalement. Mais je l'entretiens pas régulièrement. Oui, je vais le faire. Mais j'ai quand même fait le choix de peaufiner ma pédagogie et d'investir mon temps aussi pour enseigner, me renouveler, être à jour. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Ouais. Mais j'adore ces médiums-là. Maude Bouchard, dans la saison 1, nous disait qu'elle avait 2 plans A. Est-ce que toi, c'est 2 plans A aussi d'enseigner et de jouer ou tu as choisi plus le côté enseignant? Est-ce que tu y as déjà pensé? Je voulais joindre les deux. Ouais. Ça, c'était clair pour moi. Je veux enseigner parce que viscéralement, pour vrai, c'est fort chez moi. Ce désir-là, j'allais dire besoin, mais je sais pas concrètement le bon mot, mais ce désir-là d'apporter à l'autre. Il n'y a rien que je trouve de plus gratifiant que de voir l'évolution chez quelqu'un devant moi avec qui j'ai collaboré. Puis de faire wow. Puis c'est pas quelque chose que tu retrouves dans la mise en scène nécessairement. Oui, aussi. Ben, quand l'interprète amène mon idée plus loin, que j'y pitch puis qu'il va plus loin, il y a ça aussi. Ouais. Moi, ce que j'aime aussi, c'est quand je me fais dire, tu vois, cet étudiant-là, cette étudiante-là, c'est pas évident. Tu le prends comme un défi. Ah ouais. Moi, j'en fais un cheval de bataille. Je fais, on juge que cette personne est moins qualifiée que d'autres. Viens me voir.
Ouais. Moi, je veux travailler avec toi. Je vais te faire sortir tes forces, tes richesses, puis on va aller plus loin ensemble. Wow, c'est beau, ça. Je préfère de loin un étudiant qui a plus de difficultés, mais que je sens qu'il travaille, et qui bûche, qui met l'effort, que quelqu'un qui a tous les talents, puis que ça soit dessus. Ouais. Ça, c'est clair. Mais je ne voudrais pas qu'être qu'enseignant. Je serais prêt à le faire. Si la vie m'amène à ça, je me trouverais des petits projets pour me renouveler. J'irais en voir d'autres. Je pense qu'on apprend autant en voyant qu'en faisant. Puis enseigner aussi, ça confirme. Tu peux pas enseigner quelque chose que tu n'as pas compris. Puis des fois, en l'enseignant, je finis par le comprendre. Ouais. C'est vrai, c'est fou, ça. Fait que, tu sais, de mêler tout ça, ça serait une bonne question difficile, là. Tu sais, d'avoir un gros projet là, mais une grosse charge d'enseignement là. Il y a 20 ans, je ferais m'en faire les deux. Ouais. Là, non. Mon énergie, je dois choisir comment je l'investis. Ouais. Puis mettons, là, c'est quoi la meilleure méthode de travail, ou pas méthode de travail, mais de quelqu'un qui veut devenir comédien, là, mettons, quelqu'un qui nous écoute. Tu l'as nommé beaucoup le travail. Ouais, mais la réalité est tellement différente, puis c'est quelque chose qu'il faut accepter. Tu sais, j'en vois en audition, j'en vois qui me contactent pour des coachings, j'en vois chez les étudiants. Il y a de tout. Quand même que je dirais, il faut une once de talent et 4 litres de travail. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais j'en ai vu et j'en vois de plus en plus qui font une vidéo TikTok et qui ont une carrière internationale artistique et qui vont quand même continuer à développer pour finir leur art. D'autres qui vont juste surfer sur cette belle vague-là ad vitam aeternam, puis d'autres pour qui ça fonctionnera pas du tout, puis t'as beau ultra travailler, bûcher, puis peut-être jamais on va t'engager, puis ça fait pas de toi un mauvais interprète. C'est un métier de travailleur autonome où les étoiles doivent s'aligner à chaque fois, et ça, faut être prêt à vivre ça. Toi, est-ce que tu crois beaucoup en il faut créer son propre travail, puis... Il y a de tout. Ouais. Il y a de tout. Ça dépend de ton tempérament. Aussi. Tu sais, il y a des gens qui font « Hey, non, moi, je veux pas mettre rien en scène. Moi, engagez-moi. » Ouais. Moi, je suis un interprète. Puis tu sais, on le voit aussi des fois. Je vais faire le parallèle en chanson. T'as des auteurs, autrices, compositeurs, compositrices, interprètes. Il y en a qui font juste créer et qui donnent à d'autres pour que les autres interprètent. Il y a juste des interprètes. On dirait que c'est plus séparé, ça, en musique qu'en théâtre, parce que c'est vrai que ça se voit dans le milieu des tempéraments de gens qui vont mettre plus leur énergie dans interpréter que dans... faire ses projets. C'est ça, être entrepreneur. C'est comme deux... Mais je pense que c'est ça dans tout domaine. Ouais. Tu sais, dans n'importe quelle entreprise, il y en a qui vont vouloir monter les échelons jusqu'à temps d'être, à la limite, propriétaire de l'entreprise. Puis il y en a d'autres qui vont faire « Hey, moi, présentement, j'ai ce poste-là au bas de l'échelle. Ça comble tous mes besoins et ça me rend heureux. » Donc, pas nécessairement besoin d'avoir une âme Exactement. C'est comme cette analogie-là. Mon Dieu, analogie, je pense que c'est un mot que j'ai dit souvent dans la dernière demi-heure, mais c'est comme cette analogie-là, j'essaie de la faire rapide, mais d'un jeune papa de peut-être 3-4 enfants qui est là sur le bord de l'eau, qui fait une petite sieste. Puis il y a un monsieur qui passe, puis il fait « Mais qu'est-ce que vous faites? » Ben, je me repose, je fais une petite sieste, mes enfants sont en train de jouer. Puis faites quoi dans la vie? Je prends ça tranquille, mais à quoi qui sert votre petit bateau de pêche? Là? Il fait « je vais chercher du poisson, puis je nourris ma famille. » Mais si tu pêchais plus longtemps, tu pourras en pogner plus des poissons, puis tu pourras en vendre, puis faire plus de profit que juste nourrir ta famille. Que le petit monsieur, il fait « OK. » Il le fait. Puis là, il fait un peu d'argent, il fait « Avec l'argent que tu as fait, tu pourrais t'acheter un plus gros bateau, pêcher plus de poissons. » Fait qu'il le fait, mais au lieu de passer juste un avant-midi, là, il est rendu aux journées complètes sur l'eau à ramasser plus de poissons. Hey, ton bateau, il fournit pas. Tu pourrais avoir des employés puis te partir une grosse business. Puis le monsieur, il le fait. Puis il fait, à un moment donné, il fait, oui, mais à quoi ça va me servir? Il dit, quand tous tes employés vont travailler, là, toi, tu vas pouvoir faire la sieste sur le bord de l'eau puis écouter tes enfants jouer. Ben, c'est ce qu'il faisait déjà. Il n'y avait pas besoin de plus. Lui, ça lui plaisait d'avoir juste cette fonction-là. Fait que chacun ses objectifs aussi dans la vie, puis ses besoins. Tu sais, je sais que personnellement, des fois, je l'ai dit, j'en fais beaucoup de mise en scène. Peut-être parce que oui, dans les débuts, moins d'appels pour moi, moins de demandes. J'ai fait des prods qui ont duré longtemps. Fait que je me suis pas nécessairement implanté comme comédien-interprète concrètement, je dirais de 25 à 35 ans. J'ai été chanceux, là. J'ai joué au Prospero, j'ai joué à Fred Barry, j'ai joué au Denise Pelletier.
entre autres. Mais reste que je suis pas un comédien qu'on appelle en récurrence. Ouais. Mais je fais beaucoup de mise en scène. Mais souvent, je le dis, ouais, j'aime ça enseigner, j'aime ça mettre en scène. J'ai hâte de me faire diriger. J'ai hâte d'être juste l'interprète et pas être le producteur qui vient avec, le traducteur et tout ça. Fait que c'est un beau débat d'idées. J'aime toucher à tout. Tant mieux, je le fais. Mettons qu'on dit pas besoin nécessairement d'être entrepreneur, mais est-ce qu'on a besoin, quand on est comédien, de savoir se vendre? Ou est-ce que c'est aussi une question de tempérament ou ça fait partie de la job? Chaque cas est différent. Ouais, je pense que c'est vrai. Tu sais, je pense qu'il faut quand même garder en tête que c'est pas parce que tu as un contrat présentement que tu dois t'asseoir dessus. C'est que tu sois entrepreneur ou pas, au moment où tu as un contrat et que tu as de l'argent qui rentre, travaille à aller te décrocher le prochain. Ça, ou tends des perches, ou manifeste-toi. Tu sais, trouve ton moyen, ta technique, ton médium pour le faire. Mais ça, je considère que c'est important. Mais encore là, j'en connais des gens là, qui restent assis chez eux et que le téléphone sonne et tout ce qu'ils ont à faire, c'est choisir des projets. Ils sont rares. Je dirais que sur les 60 quelques comédiens qui graduent des écoles professionnelles à chaque année, il y en a peut-être 1 ou 2 ans à qui ça arrive. Oui. Ça peut pas durer toute une vie non plus. Ben, des fois, oui. Ça dépend qui. Des fois, non. Des fois, ouais, mais c'est ça. Des fois, tu peux pas le savoir d'avance. Tu peux avoir un 3-4 ans, que ça commence en flèche, mais après ça, plus rien. Fait que faut jamais s'asseoir là-dessus. C'est tellement vrai. Exactement. Tu sais, si on veut, oui, c'est ça. On est au Québec, ça fait partie, on est un petit marché avec de nombreux talents. Ouais. Je sais plus qui le disait, mais il y a de plus en plus, je pense que c'est Marc-André la semaine passée, il y a 2 semaines, voyons, qui disait qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent des écoles, puis que déjà, lui, dans son temps, il se disait il n'y a pas assez de travail pour le nombre de personnes qui sortent des écoles, puis il y en avait beaucoup moins dans ce temps-là. Est-ce que c'est une tendance, toi aussi, que tu vois? Y a-tu de moins en moins de travail ou est-ce que, en ayant de plus en plus de talent, il y a aussi de plus en plus de travail qui se crée? C'est une belle question. On a combien de temps pour y répondre? On a 15 minutes. Il y en a autant de comédiens qui sortent dans les écoles à chaque année depuis les 20 dernières années. OK. C'est que je crois que le public, ceux qui consomment, ont plutôt changé leurs angles de consommation et où ils investissent et comment ils le font. Là, je ne vais pas partir ce grand débat-là des plateformes numériques de diffusion mondiale, internationale, mais moi, je le sens là, chez les étudiants. Il y a 10 ans, je pouvais questionner qui est Denise Filiatro en théâtre musical. J'avais quasiment un groupe complet qui pouvait répondre. Présentement, c'est rare. Mais Taylor Swift, tout le monde la connaît. Ouais. Donc, au niveau de la culture québécoise, puis c'est un discours que j'essaie d'inculquer et de faire comprendre à mes étudiants. Vos étudiants en français, en art, est-ce que vous en consommez? Allez-vous au théâtre? Écoutez-vous la télévision québécoise? Le cinéma québécois? Est-ce que vous en consommez? Souvent, c'est des silences, là. Je ne veux pas faire de généralité non plus, mais reste que c'est sûr que c'est tentant d'aller écouter des gros blockbusters américains ou des séries mondialement reconnues, puis un peu de laisser de côté ce qui se fait au Québec. Et c'est triste parce que c'est surtout, en plus, cette année, je ne fournis pas d'écouter tout ce qui se fait à la télévision québécoise. Ben oui. Il y a d'excellents produits, d'excellentes séries. C'est hallucinant, autant au niveau de l'écriture que la réalisation. C'est tellement fait avec peu de budget. Faut en être fier, mais c'est ce que je dis à mes étudiants. Comment tu peux espérer que toi, quand tu vas graduer, on t'engage, il n'y en aura peut-être plus de métier si on n'en consomme plus, si on n'est pas les premiers à vouloir investir. Puis ces étudiants-là, c'est des étudiants qui veulent aller travailler là-dedans après, dans la télé, cinéma, même au théâtre. Sans consommer. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a aussi, tu sais, on parlait de. Ben, je dis pas qu'ils n'en consomment pas, là, tu sais, dans le sens où ils en consomment. Il faut connaître ton milieu quand même quand tu sors, parce que. Il faut connaître les gens à approcher. Il faut connaître le travail. Un metteur en scène qui va t'engager, il faut que tu saches déjà à peu près c'est quoi ses habitudes de mise en scène. Exactement, mais même à ça, tu arrives en audition de publicité. Des fois, je le dis, oublie pas, là. Riccardo Troggi, là, qui sort encore, on dirait que c'est péjoratif, c'est pas du tout le cas, mais qui vient d'annoncer là, le 4e film de cette série-là sur sa autobiographique, un peu, là, 1995. Il en réalise des publicités TV. Si tu arrives en audition TV, ils sont pas souvent là, les réalisateurs, mais des fois, ils vont l'être.
ça serait bien que visuellement, tu saches que la personne qui te dirige, c'est peut-être le réal qui va finir par te la donner, cette pub-là. Où tu passes en audition devant Serge Postigo, Serge Denoncourt, un gros musical. Ben, ça arrive qu'ils font qu'est-ce que tu as vu que j'ai monté? C'est bon. Ça fait partie de... Ouais. Oh! Téléphone. C'est pour moi, hein, sûrement. Oui, il faut que tu décroches. Olivier, c'est Marc-André. Marc-André Coallier, Théâtre La Marjolaine. Hey, tu sais que j'ai encore ta photo. Quand je descends des loges, là, pour aller dans la boîte à chansons, il y a une photo de toi avec ta gang de baronnettes. Ah, tu sais que le spectacle que t'as monté, là, Allez au coudre, hein? Pied de poule, je l'ai vu, moi, quand tu l'avais créé, là, à Lionel Groux. Ben, Olivier, ce show-là, on le fait en septembre 2024, à La Marjolaine. Écoute, il y a juste une condition, par exemple. C'est le show que tu as fait, OK? Ta mise en scène, mais François Perdu, là, c'est mon fils qui va jouer dedans. OK? Louis Coallier d'Orval. Il n'est pas comédien. Il ne sait pas chanter, il ne sait pas danser, mais il a tellement le look de François Perdu. Hey! Une photo, là, sur l'affiche, ça va vendre, ça, Olivier. L'autre condition aussi, c'est que je veux jouer avec mon fils, moi. Parce qu'on n'a jamais joué ensemble. Tu vas me dire, c'est normal, il n'est pas comédien, mais c'est pas grave. Moi, j'aimerais ça faire Desmond Bigra, OK? Moi, j'ai de l'expérience, je sais pas chanter, je sais pas danser, mais c'est pas grave. Et puis, lui, il sait pas jouer, il sait pas chanter, il sait pas danser, mais François Perdu, là, c'est un perdu. Toi, t'es un bon prof, tu vas être capable de lui montrer. T'acceptes-tu? Puis en plus, tu vas être dans le show avec nous autres, je veux que tu joues un des policiers, OK? Septembre 2024, mon fils joue Desmond Bigra. Non, moi, je joue Desmond Bigra, mon fils joue François Perdu, puis toi, ben, tu fais une police. C'est oui ou c'est non? Voilà, c'était Marc. Un long message. Ben oui, non, mais ça me surprend pas de ce bon vivant-là. Oui. Mais oui. Faites-le. Oui, en fait, ben, je pense que je dirais oui. Oui pour le défi, oui pour le plaisir. Toutefois, il faudrait quand même que on demande aux créateurs de cette œuvre la permission de soi à choper dans certaines chansons pour garder la qualité de prestation de tous et chacun dans leur capacité. Ou, tu vois, au niveau créativité, trouver comment arriver à ce que même les chansons qui devraient être interprétées par ces comédiens, ces personnages-là, puissent circuler, mais... Ouais. T'as déjà un plan là, il n'y a pas de contrainte. Je suis prêt, moi. Ça. Je suis prêt. Mets-moi un contrat sur la table, puis je débarque. Ah oui? Wow! il parlait de la photo qu'il y a dans les escaliers de la Marjolaine. Toi, t'as joué à la Marjolaine? J'ai pas personnellement joué à la Marjolaine. J'ai fait une mise en scène. Là, okay. Les Baronnettes, justement, que j'ai co-créé, entre autres, avec Marjorie, ma conjointe d'audition, Olivia Labbé, qui est une ancienne étudiante en théâtre musical de Lionel Groux, et Julie Quentin-Béliveau, qui était dans ma cohorte. Donc, un trio de jeunes filles dans une épopée créative dont l'idée m'a germé et qu'on a créé en 2010 à l'île aux Coudres pour une dizaine de représentations, tester l'idée, etc. Et par la suite, Ghislain Filion m'a fait rencontrer aux 50 ans. Est-ce que c'était les 50 ans ou les 40 ans? Non, les 40 ans, 50 ans. Les 40 ans de l'option, donc de l'école de théâtre professionnelle. Ghislain avait demandé à 12 anciens des 40 dernières années de venir faire une présentation, lire des textes, des extraits. C'est là que j'ai rencontré Marc-André Coallier. On a discuté, approché. Même Jean-Bernard Hébert aussi lui en avait parlé, etc. Ah ouais? Donc, c'est de même qu'on a produit le spectacle à la Marjolaine avec Marc-André. Il y a même, si vous allez sur YouTube, Les Baronnettes, il y a une présentation TVA Estrie Marc-André Coallier qui présente Les Baronnettes. À la Marjolaine? Extrait. Non, c'est dans les studios de TVA Estrie, mais c'était pour la promotion du spectacle. Ah ouais? Là, tu dis c'est une création, c'est toi qui l'as écrit avec... Je l'ai... en fait, cette année-là, tu sais, je parlais que j'ai fait quand même des projets sur 9 ans. Marc-André Brunet qui m'appelle pour un théâtre jeunesse, c'est la même année. Donc, cette année-là, j'ai fait... En 2010, 2 créations à l'île aux Coudres, une avec ma compagnie Les Productions Euphorie, une avec ma gang des Baronnettes, et moi, j'étais engagé comme interprète dans une autre création jeunesse. Fait que je roulais ces 3 shows-là en répétition en même temps, matin, après-midi, soir, sans blague. C'était littéralement ça.
à en virer fou un peu, je le cache pas, mais j'étais jeune. Puis, à un moment donné, je débordais. Donc, j'ai voulu approcher Simon Boulris, que je connaissais, qui m'a dit, je suis débordé, je te réfère Véronique Pascal, qui aime le théâtre musical, qui peut en écrire, qui en a déjà écrit. J'ai rencontré Véro Pascal, j'y ai lancé mon idée. 3 filles, 2 époques, ci, ça, etc. Voici un premier jet. Elle est partie de son bar, m'a soumis des trucs, retravaillé, rediscuté. Puis ça aussi, c'est un projet qui, de 2010 à 2017, a roulé pas mal partout au Québec. Wow. Ben même l'année passée à l'île aux Coudres. Ouais. Et l'été dernier, j'ai décidé de le ramener avec un tout nouveau trio. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on repartait de zéro pour 3 nouvelles interprètes, ce qu'on a fait l'été dernier. C'était toujours les mêmes interprètes avant ça. Oui, mais en fait, il y avait le trio de base, donc Marjorie, Julie et Olivia. Ouais. Et au travers des années, ce sont 3 femmes avec un utérus qui ont eu toutes les 3 des enfants. Donc, grossesse oblige, doublure s'impose. On a eu Élise Cormier, qui a été doublure, Monica Pilon également, et Joël Bourbon. Et ce sont 3 noms qui circulent beaucoup présentement aussi au niveau du théâtre et du théâtre musical, qui ont remplacé, qui elles aussi, à leur tour, ont eu des grossesses. Donc, les filles ont repris leur rôle. Des fois, c'était une qui remplaçait les 2 premières originales et elles se sont promenées entre elles, surtout dans une run de spectacle au Casino de Montréal. Ah ouais? Ouais, il y a eu ça aussi. Fait que, ouais. Y a-tu d'autres shows que tu as écrits puis que c'était un peu le même processus? Ou c'est ton seul... j'ai fait d'autres bébé. créations. Ben, mon bébé que j'ai profond dans le cœur, c'est les Baronnettes, là, de toute cette histoire-là, de comment c'est né avec Olivia que j'hébergeais chez nous et qui a fait une recherche musicale incroyable dans les débuts, parce que les Baronnettes, ça reste un jukebox musical, donc des chansons des années 50-60 portées par 3 jeunes... demoiselle dans la petite histoire qui relie tout ça. Sinon, à l'île aux Coudres, j'ai fait des créations. J'en ai fait 2. Un mariage rock'n'roll qui était mon idée scène à scène, ce que je faisais en même temps que les Baronnettes, que finalement j'ai donné aussi à une coiffeuse. Quand je dis donner à une coiffeuse, c'est le reste de l'écriture, 13 scènes, j'en avais écrit 5, il m'en restait 8, je manquais de temps, et une amie d'amis m'a dit, elle est étudiante en théâtre, elle écrit beaucoup, bon, elle est coiffeuse maintenant, mais elle écrit beaucoup, elle coach en impro aussi, cette humaine-là, Geneviève, de son prénom, donc elle avait fini d'écrire des dialogues, et après ça, c'est Nicolas Drolet, un comédien de Québec, qui joue beaucoup, c'est à l'Assomption, qui a une magnifique voix, qui a été engagé un été de temps, puis l'été d'après, il m'a proposé d'écrire un show. Fait que c'est pas moi, c'est pas mon idée, c'est lui qui est arrivé avec ça. J'ai flushé toutes les chansons qu'il avait mis dans son texte. Je fais ça convient pas. On va mettre ces chansons-là à la place. Mais ça reste que, bon, je lui donne quand même tout le crédit de cette histoire-là de Pleine Lune de Miel. Sinon, moi, j'ai adapté des spectacles pour les finissants en théâtre musical. Oz, l'héritier du trône, inspiré de la suite du Magicien d'Oz. Sinon, j'ai fait d'autres adaptations de projets. Mes créations, à partir de zéro, j'ai envie de dire les Baronnettes. Est-ce que tu as un projet à partir de zéro que tu as envie de... J'ai des adaptations en tête, dont une que je vais taire, mais ce qui mijote beaucoup dans ma tête depuis plus d'une dizaine d'années. Il faut juste que je trouve le bon partenaire pour mettre tout ça en musique. Fait que c'est une œuvre que je vais adapter en théâtre musical. Okay. Sinon, concrètement, il y a aussi un autre auteur-projet avec lequel je veux adapter, travailler son matériel, que je proposerais d'emblée au finissant en théâtre musical pour tester le projet, mais que j'aimerais bien développer, sortir par la suite aussi. C'est bien utile, ça, de pouvoir tester sur les finissants de théâtre musical. J'ai utilisé tester, mais développer... Non, mais... développer. Non, c'est ça. Oui, puis ça peut mener plus loin aussi, fait que c'est très bien pour eux. Oui. C'est une bonne opportunité. Ouais. Encore? Un autre? Oh mon Dieu. Voyons. Ouais. Allô, Olivier? C'est encore moi. Hein? Écoute, je voulais te dire, Oui. je te parlais de septembre 2024 tantôt, là. Ouais. Tu me reviens avec ta réponse, hein? Oublie pas. Et puis, c'est parce que l'été prochain, finalement, c'est pas moi qui produis à Marjolaine. Ouais, j'ai laissé la place à quelqu'un. Non, moi, vendre des billets, ça me tente plus. Je veux partir en vacances. J'aimerais ça, aller à l'île aux Coudres. Puis tant qu'à être là, j'aimerais ça jouer. Hein? Dans un de tes shows. Ah oui, n'importe quoi. En autant que ça chante puis que ça danse. Je sais pas chanter, je sais pas danser, mais j'ai le goût. Alors, tu m'attends-tu l'été prochain? C'est oui.
ou c'est non? Ben, sais-tu quoi? Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus sympathique que quelqu'un qui ne maîtrise pas un art et qui en est le rôle principal. Il y a de quoi faire avec ça. On se met sur le cas. Mais mettons, là, il te propose 2 trucs pour le même été. Qu'est-ce que tu préférerais entre les deux? Qu'est-ce qui t'allumerait le plus entre aller jouer à la Marjolaine, mettre en scène à la Marjolaine, jouer une police, puis apprendre à son fils à jouer? Ouais, mais attends, il parlait de septembre 2024, donc c'est à la fin de l'été, ça. Non, il a dit pendant l'été, finalement. Non. Il a dit septembre 2024. Fait que toi, tu veux que les deux fonctionnent. Ben, moi, je ferais les deux. Ouais. Non, mais tu me demandes si j'avais à choisir. un choix, ouais. Donc, si j'avais à choisir entre... reposez-moi la question, parce que mon cerveau Alors, si t'as est besoin, stocké en septembre 2024. si tu dois choisir entre faire la mise en scène de Pied de Poule à la Marjolaine avec le fils de Marc-André et Marc-André, ou mettre en scène Marc-André à Lille pendant tout l'été. Ben, honnêtement, je pense que je serais encore assez fou pour essayer de joindre les deux projets. Si vous me mettez le pistolet sur la tempe, qu'il faut absolument que je tranche... T'as pas peur de faire de la route, de toute façon? Non, je pense que je suis un petit habitué. C'est ça. Écologiquement, là, j'essaie de faire du mieux que je peux. C'est pour vrai, c'est un bon dilemme quand même. Soit en fait, est-ce que... C'est ça, là, j'ai plein de questions, mais ça, c'est moi. Là, vous me mettez deux choix, mais là, je vais les questionner. Mais je fais mettre en scène Marc-André dans une autre comédie musicale, mais il se fout de savoir laquelle. Ouais. Il veut juste chanter puis danser. Mais Même il sait si- pas comment le Il faire. sait pas ça. chanter puis danser. Il faudrait que tu enseignes ça, Mais mais dans l'autre, il chante un peu. il faut que tu enseignes le jeu à son fils, le chant et la danse. Ouais, mais il m'a pas interdit d'aller chercher des partenaires parce que moi, je considère qu'un bon metteur en scène, une de ses plus belles qualités, c'est de savoir s'entourer d'une merveilleuse équipe Oui. et J'adore. de faire confiance à son Totalement. équipe. Oui. Ce qui fait que c'est pas moi qui prendrais en charge l'étape d'apprendre le chant, c'est pas moi qui prendrais en charge l'étape d'apprendre la danse, mais je serais là pour encourager. Oui. Mais sinon, de trouver aussi des alternatives pour arriver à mettre tout ça beau et camouflé et que tout le monde soit bien servi. C'est ce que j'essaie de faire aussi en mise en scène. Ben, c'est drôle parce que Marc-André, il me demande de choisir, mais lui, il s'impose dans les deux. Puis moi, j'ai pas le choix de faire un des deux choix, tu sais. Ben d'ailleurs, il s'est imposé dans nos 2 appels aussi. D'habitude, c'est un de nous 2 puis il l'a invité. Il avait une très, très bonne idée. Alors, il l'a fait. Mais tu prendrais celui avec le plus de défis, peut-être? Ou tu te mets le défi de faire les deux, puis... S'il y en a un que tu joues, puis l'autre, tu joues pas aussi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis j'avoue que ça fait un petit bout que je fais. Non, j'aimerais ça jouer quoi que j'ai joué justement, là. Sa merveilleuse blague de faire Desmond en Pied de Poule, ce que j'ai fait à l'été 2022. Mais là, d'aller dans une police, c'est quand même un rôle très comique. J'avoue que je m'y plairais. Mais les bien. rôles dans Pied de Poule sont tous assez savoureux. attirants. Ouais. Ça sont tellement de beaux archétypes. Bravo, Marc Drouin, là-dessus. En même temps, une créa... Ah! C'est pas facile. Ouais. Bon, chose certaine, j'aurais envie de travailler avec Marc-André, de le diriger Ouais. pour voir la complexité de son cerveau et savoir comment m'allier à ça en créativité. Mais, tu sais, je pense que j'ai une bonne force aussi avec une clientèle plus jeune. Donc, de travailler avec son garçon, l'amener dans les chaussures de François Perdu, si c'est la demande. Ouais, peut-être. Mais en même temps, j'ai tellement un attachement pour les lots coudre. Je suis balançant, moi, dans la vie. Ouais. Fait que Ça serait le premier été où t'es pas allé l'eau coudre depuis 24 ans? Ouais. Mais je finis toujours par y mettre les pieds. Ouais. L'été dernier, justement, en remettant les baronnettes, et j'avais des tournages à Montréal, j'avais Ouais. souvent des allers-retours à faire. J'ai donné la réplique sur d'autres projets. Donc, c'est probablement de mes 24 derniers étés, celui où j'étais le moins présent, à Lille. Ah oui? Ouais. Est-ce que ça va être une tendance, ça, ou c'est comment tu vois ton futur à Lille? Je vais être honnête, un été à la fois. Ouais. Puis c'est la demande que j'ai faite à l'hôtel avec qui on a un partenariat de diffusion. Et mes collègues, ma collègue principalement là-bas, Caroline Dufour, cette demande-là, d'y aller un été à la fois pour des raisons artistiques, des raisons de je veux pas dire carrière, mais de travail, autres. Mais aussi des raisons personnelles. On vieillit, je travaille activement, je vais dire ça de même, à créer une petite famille.
Puis je cache pas que je suis hébergé chez mon amie Caroline Dufour l'été. Ouais. Là, moi, débarquer avec un bébé, enfant dans les bras, m'imposer, c'est un autre défi, là. C'est un autre challenge. Fait Il va y qu'allons-y avoir un des été. changements dans ta vie. C'est ça. Allons-y un été à la fois. J'ai le bonheur de pouvoir, allier les deux encore, là. On verra, mais c'est vraiment un été à la fois. Mais j'ai un attachement profond avec les locaux. J'ai passé plus d'été là que dans ma Beauce natale. On te souhaite un bon futur à l'île aux Coudres et ailleurs au Québec. C'est super gentil, puis un beau futur à votre projet, mais à vous deux aussi, respectivement, merci beaucoup. Dans vos rêves, les garçons. Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté En attendant l'appel. Pour manifester votre appréciation, appuyez sur j'aime ou faites la touche partager. Pour du contenu supplémentaire, abonnez-vous sur Patreon. Pour réentendre ce menu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.